Noiro. Je vais faire déjà une correction. Je ne suis plus salariée des éditions Lamy puisque j'ai été licenciée pour faute grave le 15 juin. Mais j'ai rendez-vous à l'inspection du travail dès lundi pour faire présenter et argumenter un recours gracieux. Et j'espère évidemment redevenir au plus vite déléguée syndicale CGT dans ce grand groupe absolument merveilleux qui s'appelle Wolters Kluwer et qui m'a donné l'occasion de vivre en direct quelques péripéties qui ont un petit peu à voir avec la remise en cause brutale et frontale du salariat que tous les salariés et que tous les militants vivent depuis, j'ai envie de dire, depuis 30 ans, 40 ans, sachant qu'il me semble qu'à part quelques épisodes que Gérard a rappelés de gauche unitaire au pouvoir ont pu freiner, nous sommes confrontés à une remise en cause qui s'accélère et avec un président de la République qui peut déclarer sans aucune gêne qu'il désire une société sans statut et que si lui était un jeune à la recherche d'un travail, il chercherait plutôt des clients. On voit bien que ce jeune banquier spécialiste des fusions est véritablement un candidat néolibéral prêt à tout et que dans la succession des lois que nous venons de vivre, toutes les institutions du travail ont été remises en cause. L'inspection du travail, la médecine du travail, le code du travail, le licenciement, avec la rupture conventionnelle. Pour ma part, dans mon expérience de militante, et je vais focaliser là-dessus, il nous est arrivé quelque chose de curieux. Alors, le hasard de la vie a fait que dans les années 90, je suis devenue rédactrice aux éditions Lamy. Les éditions Lamy éditant le Lamy Social, étant une maison d'édition très connue en matière sociale, très pro-patronale, etc., etc. Bon, on m'avait demandé de faire un ouvrage en droit des étrangers et en expatriation. Bon, je devais gagner ma vie, et donc voilà. J'ai évidemment monté une section et j'ai commencé à militer dans cette entreprise tout à fait paternaliste. Jusqu'au jour où, en 2007, une fusion des 9 sociétés qui composent le groupe est mise en œuvre par la direction. Et nous perdons dans cette fusion la participation. Bon, alors, rapidement, je rappelle que la participation était cette invention assez curieuse, et comme quoi des fois les militaires peuvent faire des choses assez curieuses en matière sociale. Le général de Gaulle avait inventé la participation pour mettre fin à la lutte des classes, et donc c'est comme ça que c'était présenté, et donc on donnait aux salariés sous la forme d'un calcul qui a été l'histoire de la participation, la construction juridique est passionnante, mais je fais très court. On nous a donné, on a pris comme base finalement le résultat fiscal de l'entreprise pour établir le calcul de participation. Des choses techniques dont très peu de gens s'occupent et que finalement très peu de gens connaissent. Or, dans la fusion, on nous avait présenté une fusion qui, certes, allait nous amener à partager la participation avec tous les salariés du groupe. Bon. On avait omis de nous dire que derrière cette fusion se cachait un montage financier absolument rocambolesque, puisqu'on s'est endetté auprès de la maison mère pour racheter les entreprises qu'on possédait déjà. Ce qui a permis d'entêter structurellement la nouvelle société créée, qui était dirigée par les mêmes personnes. Tout ça s'est fait en interne et de façon incestueuse. Bref, les salariés et les représentants du personnel découvrent un jour que cette merveilleuse participation n'existe plus. Alors on s'est demandé comment notre entreprise, de façon très pragmatique, alors c'était une expérience très intéressante parce que je le dis sans aucune méchanceté, mais beaucoup de mes collègues salariés qui lisaient très spontanément Le Figaro, beaucoup de mes camarades ou de mes collègues journalistes qui défendaient mordicus dans les publications tous les jours les vertus d'un dialogue social fructueux et passionnant, n'ont pas vu le coup venir et ils ont pris comme une traîtrise absolue cette manœuvre de la direction.
C'était une manœuvre qui avait deux buts, en fait, supprimer la participation, 5 millions d'économisés pour l'employeur et qui allaient très directement dans les poches de l'employeur, aussi 16 millions d'euros d'impôts sur les sociétés, et effectivement, une des façons aussi de mettre en cause le salariat, il n'y a pas que la mise en cause de tous les éléments du salariat, il y a aussi la mise en cause de la fiscalité qui va avec une société où le salariat a un statut. C'est toute la question de la fraude fiscale ou de l'optimisation fiscale. Et donc, tout le monde a été choqué par ce montage financier. L'avantage de travailler avec des journalistes, il y a beaucoup de désavantages à travailler avec des journalistes, mais il y a quelques avantages. C'est que les journalistes savent médiatiser leur affaire, et donc nous avons commencé à médiatiser cette histoire qui nous paraissait ahurissante, mais qui se passe dans absolument tous les groupes, puisque toutes les sociétés et tous les groupes ont maintenant des montages financiers. On paye très cher d'ailleurs les avocats fiscalistes qui savent faire ces montages. Et ces montages assèchent totalement une recette, une des recettes, et quand Gérard dit on a un problème de recette, pas d'austérité, ben voilà, les entreprises ne payent plus, et les grands groupes ne payent pratiquement plus d'impôts sur les sociétés. Là où c'est devenu piquant cette histoire, c'est que nous nous sommes aperçus que aux États-Unis, Wolters Kluwer, ce merveilleux groupe qui se présente comme un groupe de presse et d'édition spécialisé, était en fait propriétaire du plus grand immeuble de domiciliation d'entreprises dans le Delaware, et il domicilie à ce jour donc le Delaware, qui est un très grand paradis fiscal et judiciaire. Donc un paradis judiciaire, il faut savoir que ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de règles, pas de publicité à tout ce qui concerne la constitution des sociétés. Et donc le néolibéralisme aime beaucoup l'absence de statut, l'absence de règles et l'absence de visibilité de tout le droit des affaires. C'est là où il se rapproche un petit peu d'une forme un peu mafieuse de la conduite des affaires. Résultat des courses, on apprend donc que notre employeur est un acteur majeur de l'optimisation fiscale et donc un acteur majeur professionnel de la pauvreté dans le monde, puisque, bien entendu, dès lors que les sociétés ne payent plus d'impôts, elles participent à répandre et à accroître la misère dans le monde et à saper toutes les bases d'un État social et d'un État redistributif. Ça a été un choc pour les salariés. Alors on l'a découvert au travers d'un excellent livre d'un journaliste qui s'appelle Nicolas Saxon et qui vient de faire paraître en Angleterre, mais le livre n'est pas encore traduit, un livre qui s'appelle La malédiction de la finance. Son dernier livre, il analyse très finement comment la finance assèche l'économie et il fait une comparaison entre l'Angleterre et les États-Unis. Donc je pense qu'on ne manquera pas de lire ce livre, alors pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui sera traduit, mais on va certainement trouver, et moi je suis à la recherche de gens en capacité de commencer à traduire ce livre au plus. Donc nous nous trouvons donc confrontés chez Wolters Kluwer. Et ce qui a été intéressant dans la démarche syndicale, c'est que toute étiquette confondue, tout le monde en France était choqué par cette perte de cette rémunération complémentaire et surtout par le fait que l'entreprise qui touchait des aides de l'État, les aides à la presse et le CICE, ne payait plus d'impôts. Donc ça nous a permis là de faire un exercice d'illustration par l'exemple de ce que pouvait être la dérégulation, etc., etc. On a quand même essayé de faire des actions en justice, et c'est là où on a pris le deuxième choc. Nous sommes arrivés devant la Cour de cassation. Et devant la Cour de cassation, nous avons perdu notre action. Nous avons basé notre action sur la fraude. Et curieusement, la Cour de cassation a remis en cause plusieurs siècles de jurisprudence construite sur la fraude et a refusé d'examiner notre pourvoi et a rejeté sans renvoi notre affaire. Et donc nous avons perdu définitivement, jusqu'au moment où, en faisant une lecture collective avec les salariés de l'arrêt absolument terrible, nous nous sommes aperçus que 3 des magistrats, dont le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation et le doyen de la Cour de cassation qui avait statué, étaient en fait des salariés de Wolters Kluwer, puisqu'ils faisaient pour cette entreprise des formations et qu'ils étaient régulièrement rémunérés par eux
en qualité de salarié et même en qualité d'employé. Et je savais bien qu'il y avait un problème de qualification, de reconnaissance des qualifications chez Wolters Kluwer. Là-dessus, c'est un énorme scandale qui a été dénoncé par Mediapart, par Le Canard enchaîné et Alternative économique. Nous avons saisi le CSM et la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ce démontage, aussi bien en matière fiscale qu'en matière sociale, ne se fait pas sans que les institutions cèdent, sans que les institutions ne respectent plus leur mission initiale, ne respectent plus leur déontologie. Alors, ça demande évidemment des réactions et des réactions fortes, et donc nous avons besoin évidemment de réagir de façon unitaire et de dénoncer, parce qu'il n'y a pas que l'attaque des statuts, il y a aussi comment les institutions acceptent de se défaire de leur rôle de protection, et je crois que nous avons un rôle fort en tant que militants de rappeler que ce n'est pas le rôle des institutions de céder à la dérégulation.